Auditrices et auditeurs, bienvenue à ce 27e numéro de Lola Kayawele, un podcast de Bouteli et du groupe d'études sur le Congo GEC, réalisé dans le cadre du projet Utafiti à Amani. Au micro, Agenonga Schobert, chercheur principal pour le Zouélé. Dans ce nouveau numéro, j'ai le plaisir de recevoir M. Jérémy Fiokio Bawete, étudiant en deuxième licence en relations internationales de l'Université de Kisangani. Il vient de défendre un mémoire de licence intitulé « Mouvements transnationaux et criminalité dans le Zouélé ». Bonjour, Monsieur Jérémy Fiokio Bawete. Bonjour, messieurs. Les dynamiques sécuritaires au Soudan du Sud affectent considérablement la sécurité dans les provinces congolaises. La cible des attaques est théâtre d'affrontements récurrents entre les groupes armés et l'armée loyaliste sud-soudanaise. En septembre dernier, l'armée a annoncé avoir arrêté 2 rebelles sud-soudanais à Aru dans la province de l'Ituri. Ces rebelles, selon la communication de l'armée, ont été transférés à Bunia, la capitale de l'Ituri, au cours d'une opération de ratissage. 2 mois précédents, c'est le territoire de Faradje dans le Ouélé qui avait subi les attaques des groupes armés sud-soudanais, dont certains étaient tombés aux mains du secteur opérationnel Ouélé des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Monsieur Jérémy Fiokio, pourquoi les dynamiques sécuritaires au Soudan du Sud affectent la sécurité dans le Ouélé? Merci beaucoup, monsieur, pour cette question. Disons qu'il est important de préciser la province du Haut-Ouélé, qui se trouve au nord-est de la République démocratique du Congo et partage les frontières avec 2 pays voisins, l'Ouganda et le Soudan du Sud. Et là où nous trouvons 2 territoires, les territoires de Dungu et les territoires de Faradje. Et répondre directement à cette question, mais nous disons qu'il y a 3 dimensions que nous pouvons expliquer comment les dynamiques de sécurité sud-soudanais affectent la sécurité au niveau des provinces de Haut-Ouélé. La première dimension, nous disons que vu la partie qui est occupée par les groupes armés sud-soudanaises est proche de la province de l'Haut-Ouélé, cela facilite en sorte qu'il ait l'entrée facile. Cette distance facilite en sorte que les groupes armés qui quittent le Soudan du Sud et entrent créer de l'insécurité au niveau de province de l'Haut-Ouélé, je voulais dire. Donc, le bastion de ces groupes armés sud-soudanais se trouve à proximité de la province du Haut-Ouélé. C'est bien cela? Oui, effectivement. Il y a la proximité entre ces 2 provinces. Il y a la partie qui est occupée par ces groupes cibles. Les groupes sud-soudanais créent de l'insécurité au niveau du Sud-Soudan et traversent la frontière au niveau de la RDC, précisément dans la province de Haut-Ouélé. Mais aussi par rapport à la deuxième dimension, nous disons il y a la porosité qui facilite l'entrée de ces rebelles. C'est-à-dire la RDC ne prend pas à charge les contrôles de ces frontières, ce qui laisse les frontières libres et l'accès libre de ces groupes armés entrer facilement, créer l'insécurité au niveau de la province. Et la troisième dimension est qu'il n'y a pas la coopération en matière de sécurité entre les 2 pays, le pays du Soudan du Sud et le pays de la RDC. Il y a manque d'échange en matière de renseignement militaire pour trouver une solution, maintenir la paix ou la sécurité dans la province. Quelles sont les entités congolaises affectées par cette dynamique et pour quelles raisons? Partant des entités qui sont affectées par cette insécurité dans les provinces de Haut-Ouélé, nous avons premièrement dans les territoires de Dungu et les territoires de Faradje dans les Haut-Ouélé. Mais aussi, il y a l'un des territoires de la province de l'Ituri, en l'occurrence du territoire d'Aru, qui est affecté par cette atrocité. Pour quelles raisons ces entités que vous venez de citer ici sont particulièrement affectées par les dynamiques sécuritaires au Soudan du Sud? Il y a des raisons qui expliquent. La première raison, il y a une question de proximité. Vu que les 2 provinces du Haut-Ouélé et l'une des provinces de l'Ituri partagent la même zone et proche de la province équatoriale centrale du Soudan du Sud qui est occupée par les rebelles sud-soudanais. Et cela donne l'accès à ces groupes à entrer facilement dans les républiques démocratiques du Congo. Et la deuxième raison est que les faibles contrôles au niveau des frontières facilitent aussi l'entrée de ces groupes armés sur le sol congolais et affectent ces territoires ou les zones ciblées par ces groupes armés. Si je comprends bien, c'est la province sud-soudanaise qui est considérée comme le bastion rebelle, c'est la province d'Équatoria centrale, c'est bien cela? Oui, oui. Et quels sont les acteurs responsables des attaques qui sont survenues dans les territoires que vous venez de citer, Faradje
et Dungu dans le Ouélé et Aru à Ituri, des provinces qui ont enregistré des attaques au cours des derniers mois. Partant des acteurs responsables de cette insécurité dans la province du Haut-Ouélé, il est question de préciser qu'il n'y a pas seulement les groupes armés venant du Soudan du Sud qui menacent la sécurité au niveau de la province du Haut-Ouélé, mais il y a aussi des groupes armés venant des autres pays comme l'Ouganda et la République centrafricaine. Partant de groupes armés venant du Soudan du Sud, nous avons les NAS qui signifie Fonds national du Sali, est fondé par M. Thomas Silero dans le but de renverser le gouvernement de Salva Kiir Mayardi, qu'il a jugé comme un gouvernement basé sur l'autoritarisme, et son idée est qu'il renverse ce gouvernement. Et deuxièmement, nous avons l'armée sud-soudanaise elle-même. Lorsqu'il y a des opérations qui sont engagées contre les NAS, l'armée sud-soudanaise traverse la frontière et se retrouve sur le sol congolais. Et cela crée comme conséquence les affrontements sur le sol congolais entre ces deux groupes. Il y a l'armée sud-soudanaise, les SPLA, et les NAS qui se croisent sur le sol congolais et créent comme conséquence l'affrontement. Et cela crée l'atmosphère peureuse au sein de la population congolaise dans les provinces de Haut-Ouélé. Troisièmement, nous avons un groupe qui est moins connu, venant toujours du Soudan du Sud. Nous avons un groupe qui est constitutif majoritairement de jeunes Zandé, qu'ils appellent les Panga Abolos. C'est un mot Zandé qui veut dire les jeunes gens. Et crée évidemment l'insécurité dans les provinces de l'Haut-Ouélé. Et partant aussi de groupes armés venant de la République centrafricaine, nous avons l'IPC, qui veut dire l'Unité pour la paix au Centrafrique, a été créé au niveau de Centrafrique vers l'année 2014 pour but de protéger les populations musulmanes. Ils traversent la frontière avec leur même mission et se retrouvent sur le sol congolais. Mais créent l'insécurité, commencent à violer, commencent à piller la population. Il y a même des cas qui ont été signalés dernièrement ici. Ils ont pillé les commerçants qui ont quitté la ville de Siro vers le territoire d'Ango. Mais aussi, afin pour finir, il y a d'autres groupes qui sont venus de l'Ouganda qui créent aussi l'insécurité dans la province du Haut-Ouélé. Nous avons la LRA. La LRA, c'est un groupe armé qui a été créé en 1987 comme but de renverser le gouvernement ou renverser le régime de Yoweri Museveni. Et c'est dirigé par la personne de Joseph Kony, qui fut un ancien évêque qui voulait renverser le gouvernement de Yoweri Museveni, qu'il a accusé comme un gouvernement basé sur l'autoritarisme et la corruption, un gouvernement qui est basé sur l'extérieur. Lui voulant renverser ce gouvernement pour installer un nouveau gouvernement qui est basé sur les 10 commandements de Dieu. Alors, vous avez invoqué tout à l'heure le fait que la LRA était un mouvement créé dans l'objectif de renverser les régimes de Kampala. Et qu'est-ce qui explique le fait que la LRA se retrouve dans les Ouélé, une région excentrée par rapport à l'Ouganda et par rapport à Kampala? Ah oui, la présence de la LRA dans la province du Haut-Ouélé s'explique par le fait qu'il y a d'abord à la première position le gouvernement ougandais qui a utilisé ses forces publiques et cette pression sur les groupes armés parce qu'ils étaient des rebelles les a pourchassés jusqu'à ce qu'ils entrent par le Soudan et traversent la frontière vers la République démocratique du Congo. Ils sont venus premièrement pour chercher le refuge. Ils cherchent le refuge chez nous, ou soit pour gonfler les noms, parce que leur présence sur le sol congolais a créé l'insécurité, le kidnapping des enfants pour les faire des soldats au sein de leur armée. Certaines sources indiquent que les rebelles ont souvent infiltré le mouvement de réfugiés sud-soudanais dans les territoires de Dungu et de Faradj où vous avez particulièrement été. Et quelle est votre analyse à ce sujet? Effectivement, il est vrai. Nous affirmons un peu cette idée, nous disons que c'est fondé. Comment? Je prends l'exemple de la guerre civile au niveau du Soudan du Sud vers l'année 2005, qui a coûté la vie même à M. Garanga. Il y a des réfugiés qui ont quitté le Soudan du Sud pour se protéger et ont traversé la frontière et se retrouvent sur le sol congolais. Vu qu'à ce moment-là, le président lui-même avait appelé la population sud-soudanaise, bon, ce n'était pas le Sud-Soudan à cette époque, donc la région sud du Soudan, il a appelé tout le monde à se mobiliser, à se défendre contre cette guerre. Il a procédé à distribuer les armes par-ci par-là. Et cela fait sorte que tout le monde pouvait être à la possession d'une arme de guerre. Et
les mouvements de ces réfugiés-là qui traversent les frontières. Au milieu même de ces gens qui ont traversé les frontières, il y avait les gens détenteurs des armes qui ont habité même le territoire de Dongo, qui ont créé même des atrocités dans les territoires de Dongo, qui a donné aussi l'accès à la circulation des armées dans les territoires de Dongo. En août dernier, le NAS, le mouvement auquel vous avez fait allusion, principal responsable des attaques dans les OLE et le gouvernement sud-soudanais ont signé un accord de cessez-le-feu à Rome en Italie. Pensez-vous que cet engagement suffira pour mettre un terme aux affrontements et aux attaques dans les OLE? Je pense que cet accord ne donnera pas vraiment l'assurance que les sécurités causées par les groupes armés sud-soudanais pouvaient diminuer ou pouvaient prendre fin dans les provinces du Haut-Ouélé. Pourquoi? Parce qu'après même cet accord, il y a la présence de ces groupes armés qui est constatée dans les provinces du Haut-Ouélé. Même dans les provinces de l'Ituri, lors de l'opération de Pardessi, il y a un élément qui a été arrêté, un élément de NAS, mais aussi dernièrement à date de 4 décembre. Ces éléments, ils ont tué un garçon dans le territoire de Dongo, précisément en Dolomo. Un garçon d'ailleurs, on venait d'enterrer hier soir. Cela veut dire que cet accord n'aboutit à rien comme solution par rapport à l'insécurité causée par ces groupes armés et au du Sud-Soudan dans les provinces du Haut-Ouélé. Une autre milice très peu connue, vous avez parlé d'elle, ce Palanga Aboro, dont les racines sont communautaires, donc la milice a des racines zandées. Et quelle est la différence entre cette milice et AAKG? Et qu'est-ce que cela veut dire, que signifie Palanga Aboro? Et quelle est l'incidence de l'émergence d'AKKG, la milice azandée, est la plus importante sur la dynamique de Palanga Aboro? La différence entre ces deux groupes est que, partant du premier groupe qui est Palanga Aboro, c'est-à-dire les jeunes gens, je l'ai dit tout au début que c'est un groupe qui est constitué majoritairement des Andes. Ils sont du Soudan du Sud, traversent mais et créent l'insécurité au niveau de la République démocratique du Congo, précisément dans la province de l'Haut-Ouélé. Par rapport au groupe qui se trouve au niveau qu'on parle de AAKG, les AAKG veut dire Azande Anekpibe. C'est une façon que ces jeunes gens se mobilisent contre les groupes armés émanant de l'extérieur. Vous maîtrisez aussi la langue azandé, qui signifie Azande Anekpibe AAKG. Oui, les Azandé Anekpibe veut dire les A là, le premier A c'est Azandé, le deuxième A c'est Ani. Ani là ça veut dire nous, puis c'est-à-dire moi, B là c'est beaucoup. C'est une façon d'exprimer leur mécontentement par rapport aux atrocités qui sont venues de l'extérieur. Ils ont décidé pour dire que nous en avons marre de ces groupes qui viennent de l'extérieur pour menacer la sécurité au niveau de notre province. C'est pourquoi il y a eu cette organisation de ces jeunes gens contre ces groupes armés. À l'occurrence de l'IPC, c'est la présence de l'IPC sur le sol congolais qui a motivé ces jeunes gens à se mobiliser et à créer un groupe de l'autodéfense contre ces groupes armés. Donc, AAKG, à l'instar de Palanga Aboro, est constitué de jeunes azandés, mais à la seule différence que AAKG est d'origine centrafricaine et Palanga Aboro d'origine sud-soudanaise, c'est bien cela? Effectivement, je voulais dire par rapport à l'origine de ces deux groupes, les Palanga Aboro sont d'origine sud-soudanaise et les AAKG sont d'origine congolaise. Ils sont précisément dans les territoires. D'origine congolaise, congolaise ou centrafricaine? D'origine congolaise, ce sont des Congolais. Et donc, parmi les milices, parmi les miliciens d'AAKG, on trouve des Congolais, c'est ça? Effectivement, on trouve des Congolais. Ces mouvements est plutôt actif en Centrafrique. Comment expliquez-vous qu'un mouvement constitué des Congolais opère sur le sol centrafricain avec comme objectif de se défendre contre une autre milice centrafricaine UPC? Le problème est que tout au début, l'IPC comme à soi a créé l'insécurité contre la population dans la zone. C'est ce qui a fait en sorte que ces jeunes se mobilisent. Et en voyant aussi ce que nous avons dit, que réellement la RDC manque, pas seulement la RDC, les pays voisins, les deux pays
que ce soit la RDC et ses pays voisins, ne se mettent pas d'accord pour trouver une solution par rapport à l'insécurité créée par des milices. C'est ainsi que ces jeunes gens se mobilisent et créent un groupe de l'autodéfense contre ces mouvements milices. Et quelles sont les conséquences de ces dynamiques sur la sécurité en République démocratique du Congo, donc des dynamiques au Soudan du Sud sur la sécurité en RDC? Et à votre avis, comment est-ce qu'on peut parvenir à une paix durable dans cette région? Partant de conséquences, je veux dire que les conséquences sont tellement multiples. À la première position, la présence de ces groupes armés crée d'abord la peur chez la population locale et crée l'insécurité. Ça crée aussi le déplacement massif des populations, vu que ces gens sont détenteurs des armes et tuent, violent, enlèvent. La population locale se sent un peu dans une insécurité. Et lorsqu'ils écoutent que ces gens-là ont pris les tronçons, ils s'amènent vers eux, ils ont la tendance de se déplacer pour protéger leur peau. Et quelles sont les pistes et les solutions pour mettre un terme à cette insécurité créée par les groupes armés et donc les groupes armés centrafricains et sud-soudanais qui sèment la terreur dans le Bas-Ouélé et dans les Ouélé, voire en Ituri? Et partant des pistes et des solutions, monsieur, nous pouvons dire qu'il revient à la République démocratique du Congo de prendre ses engagements armés. L'État congolais a un devoir de protéger la population et ses biens. C'est ainsi que nous rappelons au gouvernement congolais de mettre les moyens nécessaires pour la sécurité dans les frontières. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons seulement de l'insécurité dans les Hautes-Ouélé. Pas seulement cette province qui est touchée par l'insécurité émanant de l'extérieur. Il y a aussi d'autres provinces. C'est ainsi que la RDC doit prendre cet engagement de protéger ses frontières, de mettre à la disposition des services spécialisés les moyens nécessaires pour le métier de paix au niveau de nos frontières. Mais aussi, nous rappelons au gouvernement de la République démocratique du Congo d'avoir une coopération avec l'extérieur, les pays voisins, parce qu'on ne peut pas comprendre un groupe armé qui quitte l'extérieur et vient vers l'intérieur et créer l'insécurité, que ce soit au niveau de l'intérieur, que ce soit au niveau de l'extérieur. Cela nécessite la coopération entre ces deux pays pour trouver une solution, pour trouver une paix durable vers nos frontières. Monsieur Jérémy Fiopio Bawete, merci pour votre participation à ce nouveau numéro de Lola Kayawele, un podcast de Bouteli et du groupe d'études sur le Congo GEC, présenté dans le cadre du projet Outafiti Amani. Je rappelle que vous êtes étudiant finaliste en relations internationales de l'Université de Kisangani et auteur d'un mémoire de licence intitulé Mouvements transnationaux et criminalité dans les Ouélés. Et c'est la fin de ce 27e numéro de Lola Kayawele. Auditrices et auditeurs, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve bientôt pour le prochain numéro de Lola Kayawele. Au revoir.